Je suis ravie d'être là avec vous pour cette deuxième conférence. Euh, je vais juste, sinon, dites-moi, bon, je pense que là, vous me voyez, c'est un peu plus vivant autrement, à distance. Euh, c'est quand même un obstacle de nous voir comme ça. Alors, la première, euh, la première conférence que nous avons eue le 27 février, Euh, j'ai abordé un contexte général sur les neurosciences de la musique, notamment les effets de la musique sur le cerveau, que ce soit d'un point de vue fonctionnel ou d'un point de vue anatomique. Et j'avais abordé plus en détail quelques fonctions exécutives, à savoir l'attention, qui est intimement liée à l'inhibition, et la mémoire. Alors, pour le cours d'aujourd'hui, plasticité, apprentissage, expertise, je vais me pencher en détail sur la plasticité cérébrale, le réseau des neurones miroirs, qui sont fondamentales dans les processus d'apprentissage, et ensuite sur les représentations mentales, avec un focus sur l'écoute intérieure, qui est évidemment très importante pour le musicien. Les images kinesthésiques comme une forme de représentation mentale et pour terminer, l'expertise musicale. Alors, je vous invite à lever la main si jamais vous avez des questions et pas forcément attendre à la fin de notre rencontre pour les poser. Il y a aucun problème, comme ça je vois que vous me faites signe et on peut prendre le temps de discuter également. Bien, nous avons commencé par la plasticité cérébrale. Ben, la plasticité cérébrale est une des découvertes récentes les plus importantes en neurosciences et montre que le cerveau est un système dynamique en perpétuelle reconfiguration. La définition plasticité du cerveau va désigner la capacité permanente que possède notre cerveau pour modifier son architecture interne au fil des stimulations que nous vivons. Les connexions neuronales vont se créer et se renforcer pendant que d'autres connexions, d'autres circuits vont s'affaiblir et même disparaître. Une étude qui a été conduite en 2007 par l'OCDE sur la thématique de comprendre le cerveau, la naissance d'une nouvelle science de l'apprentissage, a révélé qu'en 50% de la population, entre adultes et adolescents, pense que l'intelligence est une donnée acquise à la naissance. Je souligne ce point car la découverte de la plasticité neuronale est une découverte majeure et du coup est une entaille très importante aux sentiments de fatalisme ou de déterminisme qui font plafonner de nombreux élèves en dépit des encouragements donnés par les enseignants ou des projets qui sont engagés par ces derniers. Alors, à cette idée largement répandue, il faut, euh, il faut avoir la certitude scientifique que ce n'est pas comme ça. Évidemment, il y a toujours une partie d'inné, mais que notre cerveau a la capacité, la possibilité de modifier tout le temps et tout au long de la vie son architecture interne en fonction des situations que nous vivons et de l'environnement. Alors, nous allons voir un peu plus en détail comment euh, opère la connexion neuronale et la formation de réseaux. Tout d'abord, les neurones, ce sont les principales cellules du système nerveux central et du système nerveux périphérique qui nous permettent de toutes les fonctions essentielles, penser, parler, bouger, utiliser nos sens, etc. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre de transmettre toutes les informations de notre environnement en signaux électriques et être traitées par notre cerveau. Je rappelle juste le système nerveux central. Quand on parle de système nerveux central, on parle du cerveau et de la moelle épinière.
Et quand on parle de système périphérique, on parle des nerfs et des ganglions nerveux. Alors, les neurones vont transmettre des informations qui vont nous permettre d'interagir avec, comme je le disais, notre environnement, tel que celles qui sont indiquées sur cette diapo. Alors, voici le dessin d'un neurone. On a environ 100 milliards de neurones, dont chacun possède à leur tour un millier de connexions avec d'autres neurones. En termes de forme, c'est une forme, évidemment, c'est un schéma très simple, mais vous pouvez voir qu'il y a un corps cellulaire ici, avec un noyau qui contient l'information génétique et le cytoplasme, ou ici, qui entoure le noyau, pardon, le liquide intracellulaire. Alors, tout ça, tout le corps cellulaire est entouré d'une membrane. Le corps est prolongé d'un axone et la caractéristique la plus singulière des neurones, ce sont les dendrites, c'est-à-dire ces filaments qui sortent de l'ensemble de la cellule et qui vont permettre à chaque neurone de se connecter avec les autres à travers les synapses. Les synapses, c'est-à-dire le point de contact entre le bout d'une dendrite avec le bout des autres dendrites autour. Alors, ce qui le rend unique à ce neurone est la présence de ces prolongements qui vont lui permettre de se connecter et de transmettre le signal nerveux. Alors, l'axone, il est recouvert par des cellules, concrètement des cellules qui s'appellent de Schwann, qui les a découvertes, et qui vont former une substance, la myéline. En fait, le processus chimique qui va permettre aux synapses de se connecter les uns aux autres par les dendrites, c'est le processus de la myélinisation. Ici, on peut voir plus en réseau, dans un neurone connecté avec un autre, comment se fait la transmission du signal électrique. Il va venir se transmettre via les dendrites pour passer ensuite au corps cellulaire ou soma, le corps cellulaire d'un autre neurone qui ensuite va passer dans l'axone et de là aux synapses. Et par le processus de myélinisation dont je viens de vous parler, le signal électrique va pouvoir passer d'une cellule à l'autre. Alors, ce processus se fait vraiment dans des temps infimes, des millisecondes. La connexion neuronale se fait à très grande vitesse. Lorsque l'information va parvenir à un neurone, ces protéines qui sont produites et acheminées vers les synapses vont renforcer les connexions entre les neurones et c'est ça qui va produire des réseaux spécifiques qui seront après associés à une action déterminée, à une sensation, à un souvenir, etc. C'est la manière d'ancrer nos expériences au niveau neuronal. Alors, je vous montre ici le fait que si l'apprentissage repose sur la plasticité des circuits de notre cerveau, c'est-à-dire la, la capacité des neurones de pouvoir modifier de manière durable l'efficacité de cette transmission synaptique. Alors, la théorie de Hebb, qu'il a postulée en 1949, va s'intéresser à la manière dont les neurones se connectent entre eux pour former ces réseaux. En fait, lors d'un nouvel apprentissage, d'une nouvelle stimulation réitérée, il va se produire une synchronisation électrique de neurones qui va les relier transitoirement entre eux. De manière très brève, on peut dire que la loi de Hebb postule que les neurones qui s'activent ensemble se relient
entre eux. Mais c'est la répétition d'une action, la répétition d'une stimulation qui va créer ces circuits et qui va les rendre permanents. Du coup, pour en venir à l'apprentissage, apprendre, c'est à la base déjà créer des nouveaux réseaux neuronaux. Au niveau de notre cerveau, l'apprentissage se traduit et va moduler l'activité cérébrale avec une sollicitation de la connexion neuronale. Ici, je vous montre une image. C'est une vraie photo hein, qui, par ailleurs, a eu un prix de cerveau et art il y a quelques années. Évidemment, il y a un contraste pour arriver à voir les circuits de cette manière-là, mais ils apparaissent vraiment comme ça. C'est une image de notre cerveau avec la stimulation de certains réseaux par rapport à ce que la personne était en train d'exécuter. Hein. Pour reprendre un petit peu les trois étapes de, de ce processus de réseau, de création de réseau, de consolidation de réseaux neuronaux, nous avons en premier temps l'activation sensorielle à partir des organes des sens qui vont envoyer une information vers le cerveau. Ces informations vont être reçues et traitées, et ensuite nous aurons l'élaboration d'une réponse, qui peut être une réponse au niveau du mouvement, ou une réaction interne, ou une image mentale, des réponses très diverses. Mais c'est dans le noyau du traitement des informations que la transmission synaptique s'effectue. Avez-vous des questions jusque-là par rapport à cette introduction sur la plasticité neuronale? J'ai pas de signe. En principe, c'est que tout va bien. N'hésitez pas. Alors, maintenant, je vais m'éloigner un tout petit peu de cet aspect très, ou de cette approche très focalisée sur au niveau cellulaire, de comment l'apprentissage est lié à la connexion synaptique et comment ça se passe au niveau des cellules nerveuses. On va prendre un peu de hauteur pour parler de l'apprentissage, de l'enseignement, la transmission, avec un peu plus de perspective. Alors, j'aime bien cette image d'un iceberg qui, euh, qui peut être tout à fait apte lorsqu'on parle du savoir d'un enseignant. Disons que l'apprenant, la personne qui est en situation d'apprentissage, ne voit que la partie qui est hors de l'eau, hein, en surface d'un iceberg. C'est-à-dire, c'est une partie que proportionnellement au reste, elle est infime. Mais c'est ce qui est visible, puisque dans les connaissances de tout enseignant, il y a vraiment un fond qui est évidemment beaucoup plus riche. Le, le but euh, en partie de notre rencontre est aussi, en dehors de nourrir toute cette partie euh, immergé dans l'iceberg, c'est-à-dire des choses que vous n'allez pas forcément expliciter, mais qui vont venir nourrir vos connaissances et par conséquence tout ce que vous pouvez enrichir en termes de transmission après, nous allons voilà, nous concentrer sur cette partie-là pour avoir un regard sur l'éducation d'une manière beaucoup plus large. Nous sommes maintenant dans le domaine, lorsque je vous parle de base neurale du fonctionnement du cerveau de l'être humain dans un cadre éducatif, nous sommes dans le domaine de la neuroéducation. C'est une discipline relativement émergente, relativement nouvelle, qui est venue combler un peu le fossé qui y avait entre d'autres disciplines. Notamment, la neuroéducation va se trouver à la croisée des neurosciences, c'est-à-dire de toutes les disciplines
qui approche la structure et le fonctionnement du cerveau. Aussi, dans la croisée de la psychologie cognitive, qui également va porter sur le cerveau, mais d'un autre point de vue, comportemental et sur nos processus de raisonnement, de traitement de l'information, etc. Et à la croisée avec ce troisième domaine, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est celui de la pédagogie, de la transmission et les méthodes d'enseignement. Alors, l'éducation, pas uniquement l'éducation musicale, l'éducation d'une manière générale va être l'intrication d'un processus biologique et des processus qui se déroulent dans le domaine du social. Lorsqu'on parle de biologique, c'est un petit peu ce qu'on vient déjà de voir. Il y a les connaissances primaires, c'est-à-dire tout ce qui va être attaché au patrimoine génétique de chaque individu, hein, c'est-à-dire déjà ce qui est issu de l'évolution, mais aussi ce qui est transmis génétiquement et épigénétiquement. Les connaissances secondaires, et lorsqu'on parle de connaissances secondaires, on parle de ce qui est acquis au cours de la vie. Ça sera lié justement au processus d'exposition à notre environnement, à l'enseignement. Et savoir que ces connaissances secondaires sont sous la dépendance de contraintes biologiques également. C'est-à-dire que nos capacités cognitives de chaque être humain vont être modulées par d'autres paramètres comme le cadre d'un contexte d'enseignement qui va être plus ou moins favorable à la gestion de la charge cognitive, etc. C'est-à-dire, et même dans le phénomène biologique, il faut le voir avec cette diversité de paramètres. Mais d'un autre côté, et directement lié avec le précédent, nous avons tout le poids de la dimension sociale, que ce soit au niveau du contexte institutionnel où l'éducation a lieu, que ce soit au niveau des représentations de l'éducation, de l'enseignant et de l'apprenant. Et ça va dépendre du contexte culturel dans lequel on se trouve, du contexte socio-économique également. Et aussi, les connaissances acquises dans le cadre d'un milieu familial vont évidemment jouer un rôle particulièrement important dans le cadre de l'éducation. C'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux, voire les trois, avec l'institution, qui forment ce noyau d'un acte social qui va être imbriqué très intimement avec tout ce qui est de l'ordre du biologique. J'aime beaucoup l'approche de Manfred Speiser lorsqu'il parle du rôle des neurosciences dans l'éducation. Je lis avec vous, il dit la neuroscience est à l'éducation ce que la physique est à l'architecture. La physique n'enseigne pas comment construire, mais il peut ignorer les lois de la physique quand on... Dans cette phrase qui est une évidence pour nous tous, si on l'extrapole au contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, j'ai envie de dire, ben, on ne peut pas ignorer les ressources et les limitations du cerveau lorsqu'on apprend. Cela semble une évidence également. Or, souvent, c'est encore le cas. Celui de moins en moins. Tout ce qui se déroule, qui se produit dans le contexte de la neuroéducation aujourd'hui a déjà une réalité dans la perméabilité avec les sciences de l'éducation et dans l'enseignement à l'école. Mais il faut dire que dans l'enseignement spécialisé dans la musique, ces deux domaines, c'est-à-dire celui de l'enseignement et celui des apports des neurosciences et des sciences cognitives,
sont encore vraiment cloisonnés. Même si ça nous paraît évident, c'est intéressant qu'aujourd'hui on approfondisse un tout petit peu tous ces aspects qui vont peut-être vous faire saisir l'importance de connecter davantage ces deux domaines de connaissances. Je vais vous montrer ici un exemple très parlant de découvertes en neurosciences qui ont un impact direct sur le monde de l'éducation. C'est ce sont des travaux du groupe de Stanislas Dehaene sur les neurones de la lecture. Vous pouvez trouver un livre consacré à son travail, mais à la base, il a essayé de trouver quelles étaient les zones corticales, c'est-à-dire quelles sont les parties du cerveau qui étaient activées, qui étaient recrutées lors de la lecture d'un texte, hein, d'un alphabet. Alors, il a découvert que la même aire cérébrale qui est dévolue à la lecture, elle l'est chez tous les lecteurs et dans toutes les cultures. Ce qui veut dire qu'il y a une zone corticale dévolue à la lecture pour toute l'espèce humaine aujourd'hui. Alors, en principe, apprendre à lire va consister à accéder par les aires visuelles aux aires du langage parlé. Dans ce slide, vous pouvez voir ici, avec des couleurs différentes, tout ce qui touche la prononciation, l'articulation, c'est-à-dire les aires du langage qui sont activées, les aires visuelles, la région ici de l'arrière de la tête occipitale temporale ventrale, qui a été appelée après la boîte à lettres du cerveau, et la connexion avec les aires ici perceptives. Ce qui est important dans cette découverte du groupe de Dehaene, c'est que la lecture peut être définie comme un enchaînement d'activation neurale de ces différentes aires du cerveau, les entrées visuelles, la forme visuelle des mots, mais aussi la prononciation et l'articulation avec l'accès au sens. Les mécanismes du coup de l'apprentissage de la lecture vont pointer vers des principes généraux d'enseignement et quel est l'intérêt de pouvoir avoir une connaissance de ce qui se passe au niveau neural chez Homo sapiens pour pouvoir écarter certaines méthodes qui ne sont pas appropriées à notre fonctionnement cognitif. Alors, je vous montre ça comme un exemple assez explicite des contributions majeures que les neurosciences peuvent apporter dans le domaine de l'enseignement pour guider certaines pratiques pédagogiques, en tout cas pour les éclairer. Et c'est valable ici pour la lecture des mots, mais évidemment, c'est valable également pour la lecture d'un autre code de signes, comme ça peut être la lecture d'un texte musical. Les signes ne sont pas les mêmes. Il y aura tout de suite, en plus de la lecture des mots, une sollicitation beaucoup plus importante des aires auditives, puisque le signe correspond également à une hauteur, à une fréquence, et que ça ne se limite pas là. Mais en tout cas, c'est un exemple qui est applicable en termes de plasticité du cerveau et de reconnecter des zones qui ne le sont pas tant qu'on n'a pas appris à lire, que ce soit un texte normal ou un texte musical. C'est un exemple particulièrement parlant. On arrive aujourd'hui à savoir tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est grâce au progrès technologique. C'est parce que les techniques d'imagerie se sont beaucoup perfectionnées à partir des années 90. Certaines sont plus récentes, mais en tout cas, c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'affirmer
par exemple, voilà, que l'excitation des zones corticales à la lecture dépend de cette partie, de l'autre, et comment ça se fait la connexion au niveau fonctionnel. Parmi celles-ci, et de manière très brève, uniquement que je vous en cite quatre, peut-être les plus utilisés. On a d'abord l'électroencéphalographie, que je pense que tout le monde connaît, hein. Ce sont les capteurs qui sont posés sur la tête. Là, on a un très beau bébé avec, avec tous les électrodes sur la tête. Et alors, qu'est-ce qu'on enregistre? On vient enregistrer l'activité électrique neuronale et comment elle va se modifier en fonction des stimulus qu'on reçoit. Par exemple, la lumière, mais ça peut être l'image, un son. Lorsque cette activité électrique du cerveau est étudiée euh, quand la personne est soumise à des tests cognitifs, la méthode des potentiels évoqués cognitifs, ERP, c'est une des méthodes la plus utilisée. Ensuite, en sortant déjà dans la captation de l'activité électrique des neurones, mais plutôt l'utilisation de champs magnétiques, nous avons d'abord la magnétoencéphalographie, qui va mesurer le champ magnétique, ça correspond à l'image que vous avez ici, euh, va mesurer les champs magnétiques dus à l'activité électrique des neurones, mais sans contact direct avec la tête du sujet. Ça va se faire par la puissance d'un champ magnétique. Et toujours en utilisant des grands aimants, hein, des grands champs magnétiques, nous avons l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou IRM, qui va mesurer indirectement cette activité par la manière dont le débit sanguin va faire suite à l'activation des neurones. C'est-à-dire que le signal qu'on obtient, qui s'appelle BOLD, mais parce que c'est l'oxygénation du sang qui va changer, va refléter l'afflux du sang oxygéné dans les régions qui sont activées lors de l'étude par résonance magnétique. Je vais essayer de fermer ici. Ah, à ce moment-là, on ne voit que l'écran d'Alessandro Arbo. Je vais laisser comme ça. Bien. Alors, jusqu'ici, avez-vous des questions par rapport à ce qu'on vient d'évoquer? Ou envie de partager un commentaire? En principe, je ne vois pas de main levée, ce qui veut dire que tout va bien. Parfait. Maintenant, nous allons aborder les neurones miroirs. Les neurones miroirs qui sont un réseau spécifique de neurones qui ont été découvertes relativement récemment. Euh, J'aimerais pour cette partie qu'on fasse, même si nous sommes à distance, nous pouvons le faire. J'aurais partagé un petit document dans la salle de cours si j'avais eu le plaisir d'être avec vous à Strasbourg aujourd'hui, mais on peut quand même le faire. Alors, je vous suggère la chose suivante. Je vais vous partager un document très court. On va le lire, c'est-à-dire chacun va le lire. Et parmi nous sommes 9 participants, si je ne me compte pas, et Alessandro Arbo non plus. Vous êtes 7 personnes étudiants, j'imagine, inscrits à ce cours. Alors, parmi ces 7 personnes, j'aimerais qu'il y ait 2 personnes qui se manifestent pour après partager avec les autres vos impressions, enfin vos impressions, un mini résumé de ces 3 pages de texte que je vais vous partager. Alors, qui serait partant? 2 volontaires pour restituer et ouvrir une discussion sur les neurones miroirs. Alors, je vais ouvrir les discussions aussi. Euh,
Vous pouvez activer un micro si vous le souhaitez pour me répondre, hein. Bonjour Anne-Sylvie. Oui, oui, je vois qu'ils font les timides. Pendant que deux personnes se manifestent, c'est pas noté ça, hein, c'est un échange qui va être beaucoup plus riche que si je vous dis uniquement ce que j'ai préparé dans les diapos. Déjà, je vais partager avec vous le document. Alors, le document, Rizzolatti, c'est ça? Voilà. Vous l'avez ici. Baptiste, Baptiste André. Oui, je veux bien. Merci beaucoup. Hop. Alors, quelqu'un d'autre? Grégoire, bravo. Bon, déjà, si vous êtes deux, ça va être très bien. Parfait. Hop. Alors, du coup, je regarde l'heure. Je vais vous laisser. Je pense que c'est très court. Non, ça va. S'il y a deux personnes qui se manifestent, c'est bien. Alors, attendez. On va faire ça de manière très structurée. Il est 15h15. Oui. Je vais dire 7 minutes. On a le temps de lire et déjà de pouvoir identifier certains points et on va échanger sur ces points que vous pouvez résumer de manière très sommaire, hein. Ça vous va? Allez, on y va. Alors, je vais vous dire stop, hein, c'est moi qui va contrôler le temps. Alors, on y va pour la lecture.
Hmm. Bien, 7 minutes. Est-ce que ça va aller pour vous, Baptiste, Grégoire, si vous pouvez activer vos micros? Très bien. Je vois, Grégoire, tu as activé ton micro. Baptiste aussi? Non. Oui, Pas- c'est bon pour moi. Ok, d'accord. Euh, qui prend la parole d'abord, l'un ou l'autre? Allez, Grégoire, c'est toi qui avais connecté d'abord ton micro. De manière très spontanée, qu'est-ce que tu pourrais nous dire après la lecture de ces à peine 3 pages? Rapidement, qu'on a découvert assez récemment le fonctionnement des neurones miroirs chez l'être humain, néanmoins, qu'ils ont permis de comprendre mieux comprendre notre système d'apprentissage, mais à la fois dans la source d'une action et dans la réalisation de cette action. Et ils ont également essayé de comprendre ce procédé au niveau de l'empathie. Donc, comment, au niveau émotionnel, ce que ça pouvait générer d'avoir, donc avec d'abord le dégoût et après avec la colère, les visages, et on arrive à avoir l'expression, la même sensation alors qu'on n'a pas vécu la même chose. Et Mhm, notamment dans le cadre à la fin, dans le cadre de l'autisme, ce que je trouve assez intéressant de voir qu'en fait, notre capacité à comprendre le message émotionnel de la personne quand on voit en voyant son visage, en fait, le déficit des personnes autistes notamment peuvent venir de là, de pas arriver à déceler en fait l'origine d'un mouvement physique et donc à être dans l'incapacité d'y répondre de manière appropriée. Donc oui, je trouve c'est très intéressant. merci, l'essentiel y est, hein. Baptiste.
de ton côté. Je ne vois pas si ton micro est activé. Non. Il a marqué que son micro ne fonctionne pas dans la Oh, discussion. ah, d'accord. Moi, j'avais fermé la discussion. Ah, c'est embêtant ça. Bon, d'accord. S'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole du coup à la place de Baptiste, c'est possible au cas où vous avez euh, retenu d'autres informations qui sont dans cette... c'est un résumé hein, du travail du groupe de Risolati. Oui, moi j'étais très intéressée hein, par ce texte. Il y a une étudiante de Master Sim, hein, elle est pianiste accompagnatrice, donc Esther, ça rejoint hein, au travail et elle est très intéressée dans le travail de chefferie de chant, dans les interactions entre le pianiste et le chanteur ou la chanteuse, et les interactions non verbales. Et la question des neurones miroirs, pour elle, est très important. Et justement, elle voulait savoir, ça c'est une de ses questions, c'est si justement le fait de cette question des neurones miroirs pouvait pas interférer dans effectivement cette communication non verbale entre le pianiste accompagnateur lors de la performance. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pratiquer cela. Je saisis pas tout à fait quand elle parle d'interférer, on parle de quoi concrètement? Les interactions, pardon. Ah, Les interactions entre l'accompagnateur, les signes non verbaux, quand ils sont en train je- de jouer en plein concert ou en répétition, mais sans qu'ils discutent du style, oui, oui, voilà, je oui, prends un oui, tel oui, tempo, oui, oui, etc. oui, Et voilà, ces questions d'interaction. euh, oui. Oui, oui, ce sont des aspects qui sont évidemment très importants dans le cadre de la transmission de la musique, que ce soit dans le cadre d'un enseignement ou dans le cadre de la transmission de la musique, d'une performance musicale. ouais. Puis moi, je me suis beaucoup penchée sur cette question parce qu'elle elle m'intéresse particulièrement. Et pour cette Mhm. étude dont vous me parlez, il y a des travaux, je pourrais lui donner la Eh référence bien, exacte. volontiers, ouais, Il y a des c'est ce que travaux je pensais. de C'était lui donner vos coordonnées pour qu'elle se mette en Oui, oui, relation oui, avec pas de vous. Hein. problème. De William Hone, il est chercheur à la Royal Academy de Londres. Et il avait fait une étude qui était très, très intéressante pour voir, dans le contexte de la communication avec le public, de la transmission de la musique en concert, euh, comment tous ces signes, ce langage des gestes avaient une influence dans la manière dont la musique était perçue. Et voilà, je lui partagerai volontiers parce que je pense que c'est D'accord. de ça qu'elle parle aussi, enfin, ou auquel vous faites référence en me parlant de ce qui l'intéresse. Euh, que ce soit évidemment de l'accompagnateur aussi. C'est-à-dire, il y a toute une partie du langage et c'est ce qui est abordé à la fin de ce résumé que je vous ai passé. Et d'ailleurs, dans la conversation, Baptiste, elle est où là? Bon, je n'ouvre plus la conversation parce qu'après, il y a comme vous voyez, il y a des têtes qui apparaissent sur sur mon slide. Mais on Qu'est-ce peut, qu'elle nous a attends, dit? je vais l'ouvrir. Hein. Je vais l'ouvrir. Discuter, pardon. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Euh, Je ne sais pas pourquoi elle n'apparaissait pas. Quand il dit très bien ce qui a été dit, j'ajouterai que l'idée d'un langage visuel est aussi important et peut être un antécédent du langage parlé. C'est justement que ça venait donner à la théorie de l'origine des langages parlés, l'importance de la communication gestuelle a un rapport direct avec la découverte des neurones miroirs. Pour synthétiser un peu déjà ce que vous avez dit, mais pour moi, il y a quelque chose de très important qui n'a pas été dit, c'est que en fait, au moment de découvrir déjà chez le singe ce circuit de neurones, on a vu que la description de l'action, tout s'élabore dans les aires visuelles complexes qui sont accolées aux zones motrices. C'est-à-dire que
la partie du mouvement au niveau du cortex va être essentielle à la compréhension de l'action, pas uniquement au fait de la reproduire, mais aussi de la comprendre. Bah, on dit un peu la même chose, mais je souhaite souligner l'importance que ce soit les zones corticales du mouvement qui sont sollicitées dans la compréhension, pas dans le fait qu'on exécute un geste. Je ferme ça et ça, c'est ce qu'on a fait. J'avais mis une petite diapo pour la pratique, en tout cas notre échange. Bon, il faut garder en tête que c'est quand même une découverte assez récente parce qu'il n'y a qu'en 2010 qu'on a trouvé vraiment les zones corticales qui correspondent au système de neurones miroirs. On avait déjà l'intuition que les humains les avaient également, mais les zones corticales vraiment détectées, ça n'a été fait qu'il y a voilà, un peu plus de 20 ans. En 90, Rizzolatti les a détectés déjà chez le singe macaque rhésus, dans le cortex prémoteur ventral, c'est-à-dire qui c'est très accolé, comme je vous disais, dans la zone du cortex moteur. Et ces neurones vont avoir une activité lorsqu'on exécute une action, c'est-à-dire qu'on se voit soi-même faire un geste, que l'on observe un autre individu exécuter le même geste ou la même action, mais aussi en termes de représentation mentale de l'action. Si vous avez exécuté un geste et que vous ne l'exécutez plus, mais que vous l'imaginez, les mêmes zones corticales vont être recrutées. Ce qui va avoir un impact dans les points que je vais aborder ensuite sur la représentation mentale de la musique et de la gestuelle pour l'instrumentiste. Ici, vous pouvez voir le cortex d'un singe et cette aire, la F5 du cortex prémoteur ventral, se trouve ici, tout en bas. Là, on a les mêmes zones un peu plus en détail. Je pourrais vous partager les diapos. Et ici, le comparatif avec le cortex d'un humain. Les neurones miroirs ont été localisés tout à côté de l'aire du langage articulé, c'est-à-dire l'aire de Broca, chercheur français qui a découvert ou qui a localisé cette aire cérébrale au XIXe siècle. Du coup, pour voir juste, pour comprendre un peu plus ces images, qu'elles soient parlantes, lorsque vous voyez ici, je perds ma souris, c'est très embêtant ça, elle est où? Oui. Lorsque vous voyez le cortex du singe ici, hein, il y a beaucoup moins de circonvallation au niveau de la surface du cerveau, hein, dont là, cette différence apparente. Évidemment, en termes de volume aussi, c'est pas du tout pareil. Mais on va retrouver les zones de la localisation des neurones miroirs à peu près dans les mêmes aires du cerveau. Alors, la découverte de ce système de neurones a démontré que l'activation d'un circuit miroir va être essentielle pour donner à la personne qui observe une compréhension réelle et par l'expérience de l'action qu'il est en train de voir. Le mécanisme va être impliqué aussi bien dans la répétition immédiate des actions, je fais quelque chose, vous le reproduisez, mais aussi dans l'apprentissage par imitation. C'est-à-dire, l'apprentissage par imitation va comprendre toujours les deux phases, reproduire une action, mais du coup être déjà dans un processus d'apprentissage. Et peut-être la partie la plus novatrice qu'on a pu trouver liée aux neurones miroirs, c'est justement que ce sont des neurones qui sont recrutés particulièrement dans l'empathie, la possibilité de rentrer en contact avec les autres et pas uniquement de s'identifier avec les émotions d'une autre personne ou d'autres êtres humains, mais aussi de se mettre à la place, c'est-à-dire de ressentir
les mêmes émotions. Ce qui sont deux processus très proches, mais pas tout à fait identiques. Depuis Condillac, hein, ça, on parle du XVIIIe siècle, il y avait déjà des auteurs qui avaient suggéré que la voix qui mènerait à la parole serait née des communications gestuelles et non pas des cris des animaux, comme on a longtemps pensé. La découverte des neurones miroirs vient ajouter un argument de poids à cette hypothèse. Maintenant, j'aimerais passer aux représentations mentales et en particulier la représentation mentale de la musique, connue souvent sous l'expression d'écoute intérieure. Hum, Lorsque, lorsqu'on dit musique, on a tous l'habitude de l'imaginer comme quelque chose qui nous entoure, qui est en réalité autour de nous. Par exemple, on écoute un groupe de rock ou un concert, un orchestre, là c'est à la Philharmonie de Paris, ou bon là c'était moi, un concert de musique de chambre. En tout cas, nous sommes tous habitués à cette conception de musique externe, c'est-à-dire une réalité qui est autour de nous. Mais moi, en tant que musicienne, chercheur et pédagogue, le concept de musique interne ou écoute intérieure m'intéresse bien davantage. Lorsqu'on dit écoute intérieure, en général, on fait référence à la possibilité ou à la capacité que nous avons de imaginer le son dans notre tête sans avoir une source physique de son. Si je vous dis par exemple un thème populaire que tout le monde connaît, Au clair de la lune, si je vous dis d'imaginer cet air, surtout ne le chantez pas, hein. Vous l'imaginez, pardon, je mets toujours voilà, une alarme pour gérer le temps. Si je vous dis alors d'imaginer Au clair de la lune dans vos têtes sans chanter, est-ce que vous pouvez me dire, juste en connectant vos micros, si vous arrivez à l'entendre dans votre tête? Oui, Oui. Est-ce que les autres personnes qui ne connectent pas le micro, ça veut dire qu'ils l'ont pas, qu'ils l'entendent pas? Bon, en tout cas, Baptiste, oui. Grégoire, pardon. Si maintenant je vous dis, on peut poursuivre un peu cette exploration très brève. Si je vous dis, euh, au clair de la lune, maintenant, vous allez l'imaginer chanter par un enfant qui a 6 ou 7 ans, la voix d'un jeune enfant. On l'imagine? Et si je vous dis, comme troisième étape de ce petit exercice, essayez maintenant d'entendre dans votre tête, au clair de la lune, sans les mots, en musique instrumentale, jouée par des instruments. On essaye de l'imaginer. Est-ce que vous avez la possibilité déjà d'entendre cet air dans la tête? Parce que je pars du principe que tout le monde le connaît. Et après, est-ce que vous arrivez à pouvoir écouter la différence quand c'est chanté par un jeune enfant ou par une musique sans le texte, enfin par des instruments? Dans nos discussions, oui, je l'entends, oui, 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 merci, oui. Waouh, du coup, c'est presque l'unanimité. Bon, cet exercice très simple peut nous permettre de saisir que nous sommes capables de générer
mais aussi de modifier une représentation mentale de la musique. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'écoute intérieure est assimilée en général comme expression à l'idée de ce qu'on vient de faire, de pouvoir écouter le son dans sa tête. C'est le principe qui est postulé par des chercheurs comme Andrea Alper ou Brodsky. Mais pour le musicien, qu'il soit expert ou apprenant, ce terme d'écoute intérieure ne fait pas uniquement référence à l'écoute sans production de son, mais se réfère à la représentation mentale de la musique. Et cette représentation mentale va être, par essence, de nature multimodale et associative. Les composantes cognitives de l'écoute intérieure sont d'abord sur le plan perceptif de nature auditive, visuelle et tactile. Disons qu'on ne peut pas dissocier les sens qui vont former cette représentation interne dans la musique. Il n'y a pas que la composante auditive. Très probablement, quand je vous ai dit d'imaginer maintenant joué par un jeune enfant, vous visualisez aussi l'enfant. Après, cette multimodalité va être associée à d'autres ressources cognitives comme les capacités analytiques, la mémoire, les émotions. Ça, pas dans le cadre de ce qu'on vient de faire, qui était très simple, mais lorsque la représentation mentale de la musique est une réalité tangible pour le musicien. Et ça à n'importe quel niveau d'expertise, avec des degrés différents, bien évidemment. Mais c'est une réalité. Sans oublier que ces aspects que je viens de citer, perceptifs, mémoire, émotion, vont être en interdépendance fonctionnelle et tout le temps, de manière associative, avec la motricité, avec le schéma moteur. Lorsque qu'on parle de représentation interne de la musique, ces différentes informations, comme peut être le toucher, une certaine qualité de toucher, des images visuelles, pour un musicien, ça peut être la partition, pardon, évidemment le son, hein, mais aussi des associations très diverses sur le plan imaginaire. En fait, la représentation en écoute intérieure pour un musicien va être faite d'informations différentes qui se superposent et qui s'intègrent au fil du temps lorsqu'on se familiarise avec une œuvre en particulier, mais de manière générale dans le processus d'intégration de la musique. D'un point de vue, perceptif, une des propriétés les plus remarquables de la conscience est que tous les sens peuvent être réunis dans un seul flux d'expérience. Sur ces images du cerveau, on peut voir les différentes zones du cortex qui sont consacrées en haut au toucher, à la vision, à l'audition. Même si chaque modalité sensorielle est traitée par différentes parties du cerveau, les éléments que nous voyons, que nous entendons, que nous touchons, peuvent être perçus comme étant liés, reliés entre eux, de manière associative, dans un seul flux d'expérience. Pour nous centrer sur le cadre de l'apprentissage et de l'interprétation, je vais vous parler, dans l'écoute interne de la musique, de l'utilisation de métaphores qui sont une ressource particulièrement puissante. Lorsque je vous parlais d'intégration de différents types d'informations, j'ai bien noté l'importance des associations extramusicales de nature très différente. Alors, la métaphore s'inscrirait dans ce sens comme un élément dont l'interprète, mais pas uniquement l'interprète, aussi le compositeur, va se servir pour déclencher une émotion qui correspond à l'idée musicale à transmettre. La métaphore va permettre de relier des contenus perceptifs de nature différente. Dans l'écoute interne de la musique, l'utilisation de métaphores donc, est une
une ressource polymorphe particulièrement puissante. La conception la plus courante d'une métaphore, c'est une figure de style dans le domaine de la littérature. Mais dans les années 80 déjà, le concept de métaphore a beaucoup intéressé d'autres domaines de la connaissance, notamment la psychologie. Il y a des chercheurs comme Cox qui se sont intéressés à la manière dont les métaphores sont construites sur des concepts corporels, c'est-à-dire des concepts physiques. Ce qui nous mène à souligner l'importance de l'ancrage physique des métaphores. Par exemple, lorsqu'on dit euh, nous mâchons nos mots, ou on lance des idées, ou je suis au top, il y a toujours une partie qui va euh, être liée à l'expérience du mouvement physique dans l'espace. Ça, c'est valable dans le langage parlé, mais c'est valable également dans les métaphores musicales, utilisées comme des supports à l'expression artistique. Les métaphores, non, puisent leur sens dans la mesure où elles vont passer par une expérience sensorielle. Les compositeurs, les musicologues, les interprètes utilisent fort souvent cette ressource. Ici, je souhaitais vous montrer l'exemple avec des extraits de 3 pièces musicales. Je les ai entourés, mais je les transcris, autrement on n'arrive pas à lire. Hein. Le premier, c'est un extrait d'une des pièces froides de Satie, et il met dans le plus profond silence. On se rend bien compte de l'ambiguïté de ce langage qui va faire appel à, à l'idée de silence lorsqu'on est en train d'émettre du son, puisqu'on fait de la musique. Cet autre extrait, qui appartient à une pièce de Federico Mompo et qui est écrite dans les années 60, il dit « chanter avec la fraîcheur de l'herbe humide ». Il y a dans cette phrase déjà une allusion directe au mouvement et au corps, une action chantée qui va nous connecter avec au lieu de mettre cantabile, il dit chanter, mais chanter comment? Avec la fraîcheur. Il y a une sensation aussi au niveau du toucher, de l'enveloppe corporelle et de l'herbe humide. Automatiquement, ça rajoute une composante visuelle à cette métaphore. Un autre exemple, à nouveau, de Satie, qui était effectivement toujours très éloquent par rapport à mettre des paratextes dans les partitions. Et il dit « Et le soleil a, telle une ruche, des beaux rayons dorés ». En fait, tous ces éléments, ils sont employés ici par les compositeurs pour entrer en résonance avec l'imaginaire de l'interprète et susciter une qualité de son particulière, une émotion particulière. En tout cas, la résonance dans la transmission entre l'auteur, l'interprète et le public, comme vous pouvez le constater par le biais de ces exemples, va se faire à des niveaux différents et avec une pluralité ou des modalités différentes de perception. Alors, pour avancer un tout petit peu, puisqu'on parle d'image mentale souvent dans l'exécution instrumentale, enfin, dans le domaine de la transmission de la musique, on parle souvent d'image kinesthésique. Je voulais faire un point terminologique sur ça. Lorsqu'on parle de kinesthésie, au kinesthésique, c'est tout ce qui va concerner la sensation de mouvement des parties de notre corps. Henri Vallon le décrivait déjà comme, dans les années 50, la kinesthésie comme l'image visuelle du corps propre, et j'ajoute en mouvement. Il y a cette idée
du corps en mouvement dans la kinesthésie. Pour revenir un petit peu historiquement à d'où vient le concept d'image kinesthésique mentale, alors Jacobsen, déjà en 1931, neurologue, il a affirmé que la représentation symbolique d'une activité physique, en l'absence de mouvement observable, la personne ne bouge pas, va pouvoir être associée à l'activité de certaines neurones. Beaucoup plus tard, Jeanneret et Dessetti, ils proposent une description, une définition de l'imagerie mentale et ils disent c'est la répétition symbolique d'une action physique pouvant être reliée à une situation, un concept ou une action en l'absence de mouvement musculaire identifiable. C'est-à-dire l'évocation par représentation mentale d'une action va déjà recruter, et on revient à nouveau dans des points qu'on a abordés en début de séance sur la plasticité du cerveau, comment nous gérons le mouvement lié à l'activité corticale et maintenant à la capacité d'imaginer ce mouvement. Dans le cadre de la musique, hein, pour le musicien, les couplages audiomoteurs, c'est-à-dire la manière dont nous allons connecter nos zones, nos régions auditives aux régions motrices, est évidemment très importante parce que dès qu'on commence à intégrer une œuvre musicale, on commence à relier ces deux aires corticales et qui deviennent associatives, comme dans le cas de la lecture dont je vous ai parlé avant, et vont s'installer de manière très solide, puisque pour le musicien, la mémoire des gestes est une mémoire particulièrement robuste. Et je souligne à nouveau cette phrase de Jeanneret qui dit imaginer un mouvement, l'imagerie kinesthésique, sans le faire physiquement, va activer les mêmes zones corticales ou les mêmes zones du cerveau que lorsque le mouvement est effectué. Cette découverte est très importante aussi dans le cadre de la réhabilitation des personnes qui ont perdu suite à des accidents, par exemple, la capacité de bouger une partie de leur corps. L'imagerie mentale est utilisée comme un moyen de stimulation de ces circuits qui ne sont plus opérationnels pour essayer à nouveau de les réactiver ou en tout cas de les stimuler. Si on est maintenant, on transpose ce principe en termes des zones corticales de l'audition, Robert Zator et Andrea Alpern ont beaucoup travaillé sur ça et ont démontré que les zones corticales de l'audition sont recrutées même en absence de son lorsque l'on évoque mentalement la musique. Voici l'image de l'article, un des derniers articles d'Alpern en 2018, où j'aurais pu vous extraire les parties plus visibles. Enfin, la partie d'en haut, c'est pas la peine. Peut-être uniquement concentrez-vous sur cette partie, c'est-à-dire on a ici les images lorsqu'une personne, l'exercice était en tapant des mains. Lorsque la personne imagine qu'elle tape des mains, ce qu'elle entend dans la tête, et ici, en tapant des mains. C'est-à-dire les zones qu'on voit activées, que ce soit dans la partie supérieure de l'image ou qu'elle soit ici, hein, l'imagerie et la perception, les mêmes zones s'activent lorsqu'on a la représentation mentale du son de taper des mains sans le faire d'un point de vue moteur. J'avais prévu qu'on fasse une petite pause, mais je pense que non, parce que si ça va pour vous, parce que j'ai pas mal de choses
à partager avec vous au niveau de l'expertise également. Et je vois que sinon, je dépasserai mon temps. Alors, par rapport à là, je vais aborder en lien à tout ce que je viens de vous dire, l'importance de la répétition mentale. Lorsqu'on parle de répétition mentale, en fait, c'est ce qu'on connaît aussi de manière plus familière, comme avec l'expression de un travail sur table pour un musicien, ce qui va comporter différentes procédures, c'est-à-dire la lecture silencieuse d'une partition, qui va impliquer cette capacité d'imaginer le son dans la tête, et l'audition notationnelle, qui est le terme proposé par Brodsky, va comporter la réflexion ou l'activation des mouvements qui sont liés au son pour un musicien, même si vous n'êtes pas en train de bouger enfin de gestuellement reproduire les gestes qui seraient liés à la production de son, elle est réactivée en représentation mentale. Et une troisième procédure, c'est la répétition, évidemment, sans l'instrument. La capacité de pouvoir même simuler des sensations, par exemple le son, mais aussi des actions, le mouvement, qui vont être prépondérants dans ces processus. À chaque fois, je vous ai mis des références d'articles si vous souhaitez aller plus loin dans l'exploration de certains points. Alors, lorsqu'on parle de répétition mentale, on fait référence à ces trois procédures différentes. Et comme vous pouvez le constater par rapport à ce que je viens d'exposer, c'est que la sollicitation de l'imagerie mentale va être très importante, mais qu'elle ne se limite pas à la lecture de notes avec la capacité déjà de se représenter les fréquences dans la tête ou une certaine couleur harmonique ou le rythme, évidemment, mais qu'on aura euh, toute une autre pléiade de sensations qui seront liées au mouvement. Alors, lorsqu'on parle de répétition mentale et de l'importance des neurones miroirs dans la transmission de la musique, hein, de ces processus corporels d'imitation et de reproduction du geste, la notion de cognition incarnée est très importante. La cognition incarnée fait référence alors aux pensées, c'est-à-dire au processus des fonctions exécutives, ou plutôt analytiques, si vous voulez, les sentiments, la composante émotionnelle, et aux comportements qui sont basés sur nos expériences sensorielles et sur les positions de notre corps dans l'espace. La théorie de la cognition incarnée, qui est aujourd'hui à l'origine de nombreux travaux qui postulent l'importance de l'ancrage physique justement de l'expérience musicale, pas uniquement pour celui qui produit la musique, mais également pour l'auditeur, c'est-à-dire dans un cadre de communication. Euh, L'auteur qui a fait peut-être les travaux qui ont le plus marqué dans le domaine de la cognition incarnée en musique, la théorie de embodied cognition en musique, c'est Mark Lehman et ses collaborateurs de l'université de Gand. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas leurs travaux, de vous y pencher, c'est extrêmement intéressant. Et il défend justement l'idée que dans la compréhension de la musique, dans la manière dont on la reçoit et qu'on la comprend, si vous voulez le dire autrement, dont on l'intègre, parce qu'il y a toute une partie qui n'est pas rationnelle, mais qui se fait sur le registre de l'émotion, sur le registre de l'émotion et de la perception sensorielle. En tout cas, dans ce processus de compréhension et d'intégration de la musique, le corps va être euh, un aspect clé de ce traitement de l'information. C'est-à-dire qu'il n'isole jamais
l'expérience musicale de l'environnement où elle se produit. Alors, toute la théorie de la cognition incarnée vient en fait, parce on en parle beaucoup parfois sans citer la source de ces travaux. Ces travaux partent de la théorie de l'inaction qui a été proposée par Francisco Varela euh, et qui, avant 2012, 2012, il y a son texte L'inscription corporelle de l'esprit, qui est, qui est fondatrice, je dirais, et qui propose que la cognition est une action incarnée, l'organisme vivant étant engagé perceptivement dans un processus dynamique avec le monde environnant. Alors, la perception va consister en une action qui est guidée hein, pardon, là il y a une erreur. C'est la cognition consiste en un processus qui est guidé par la perception et par les structures cognitives qui émergent des schémas sensorimoteurs. Sensorimoteurs, c'est-à-dire perception, cognition, qui sont récurrents et qui permettent à l'action d'être guidée par la perception. C'est-à-dire action-perception, c'est pour, dans le cadre du concept de l'inaction et de la cognition incarnée, deux processus dynamiques qu'on ne peut pas dissocier. C'est-à-dire sensorialité, motricité, selon cette approche, sont guidées l'une par l'autre dans une boucle, comme je viens de dire, rétroactive et interactive. Le terme inaction, c'est un peu caché par notre... pardon. Excusez-moi. Ici, juste parce que ça cachait la racine, ça vient de to enact, de susciter, de faire advenir en anglais. Et je rappelle que la théorie de la cognition incarnée vient de ce concept de Varela de inaction. Quelques conseils de lecture par rapport à ça. Le livre de Francisco Varela, de Thompson et de Roche sur l'inscription corporelle de l'esprit, dans une approche beaucoup plus axée uniquement sur la transmission de la musique, surtout dans l'interprétation, un ouvrage que j'ai écrit il y a 3 ans, une approche sensorielle de l'interprétation pianistique, et cet autre texte, pardon, de la cognition incarnée, qui se détache un peu déjà des travaux de Varela, mais qui est très intéressant pour les musicologues, les musiciens. J'en profite maintenant qu'on parle de texte pour ajouter des idées que j'ai eues lors de notre cours du 27, mais que je n'ai pas pensé à vous transmettre. C'est déjà une introduction aux sciences cognitives, toujours par Varela, qui est vraiment un chercheur extrêmement rigoureux. Il n'y a pas que son texte, mais moi je trouve que c'est une approche intéressante. Et ensuite, j'avais évoqué la question des neuromythes, c'est-à-dire ces affirmations qui circulent par rapport à des découvertes scientifiques sans s'appuyer sur des faits scientifiquement prouvés avec des études qui ont été reproduites, etc. Par là, je pense notamment à ce qui avait fait beaucoup de bruit dans les questions d'acquisition de l'oreille, comme l'effet Mozart, comme quoi la musique de Mozart nous rendrait plus intelligents. Il est évident qu'il y a des effets de transfert, nous en avions parlé lors du dernier cours, entre la pratique musicale et la manière dont celle-ci va avoir un impact dans d'autres domaines cognitifs. Mais de là à dire, vous écoutez tous les jours 15 minutes en plus c'était un concerto en particulier de Mozart, et voilà, là on a un QI supérieur. Voilà. Ce texte que je vous propose ici, Mythe et réalité,
des neurosciences en éducation est très intéressant pour justement donner des arguments qui viennent en fait démolir pas mal d'idées comme ça conçues qui circulent également, comme le cerveau reptilien. Il est évident qu'il y a des régions profondes de notre cerveau que d'un point de vue phylogénétique ont évolué de manière différente, mais certainement pas. L'idée que ça nous rapprocherait, disons, des reptiles d'une manière un peu comme ça, simpliste, pour le dire comme ça, ou que des pseudothérapeutes vont se servir de cette idée que le cerveau aurait évolué par couches superposées, ce qui n'est pas du tout vrai. Voilà. Vous avez ici justement quelques textes qui peuvent être intéressants. Là, c'est des textes de vulgarisation très abordables et très intéressants. Je déconnecte pas du tout. Juste pour vous dire, j'ouvre la discussion. Si vous avez des questions avant que j'avance vers l'expertise, et je regarde l'heure, c'est très bien. Nous avons encore une demi-heure. Je ne vois pas de questions. Une seconde. Voilà, du coup, de votre côté, je ne vois pas des messages entrés. Je continue, donc. Voilà, j'espère que vos ressources attentionnelles ne sont pas trop épuisées. On va continuer. Voilà, comme ça, on se voit un peu. Bien. Alors, nous allons aborder maintenant la question de l'expertise. Si mon ordinateur veut bien m'obéir, très bien. Alors, une affirmation d'un chercheur qui a beaucoup travaillé sur l'expertise, Andras Lehmann, qui dit: les experts développent des mécanismes spécifiques pour réaliser des tâches hautement complexes dans un domaine précis. Ces mécanismes sont le résultat d'une longue pratique. Alors, au niveau c'est l'idée que c'est le niveau d'expérience qui mène ou qui mènerait à l'expertise. Selon ça, Lehmann sépare le niveau d'expertise selon que le sujet ait suivi un enseignement formel, je veux dire un enseignement spécialisé, de la musique ou pas. Il met en fait 3 niveaux, mais d'abord il le sépare sur 2 niveaux. En bas, un niveau d'expérience qui équivaut à une pratique informelle dans la musique ou même la connaissance de la musique qu'on a uniquement par apprentissage implicite, c'est-à-dire par exposition à un code, un système musical dans une culture donnée. Et il va le séparer des personnes qui ont déjà eu une éducation formelle de la musique, mais à des niveaux différents. Il l'appelle des sub-experts, un niveau sub-expert ou amateur, avec un niveau professionnel ou des experts. Mais lorsqu'on commence à utiliser ces termes, un point terminologique s'impose. Expertise serait un haut niveau, un niveau élevé de performance pour une tâche particulière dans un domaine particulier. En fonction de ça, l'expert est la personne dont les performances sont exceptionnellement élevées dans un domaine d'expertise, de l'artisanat aux sciences, en passant par le sport et la musique. Vous avez 2 images.
Les premières études que je vous présente là tout de suite, après cette diapo plus en détail, ont été faites dans le domaine des échecs, des jeux d'échecs. On peut voir alors une personne experte, disons, qui arrive à avoir des performances exceptionnellement élevées dans un domaine, ou une photo de Marie Curie ici. Évidemment, c'est également un expert dans son domaine. Mais dans ce contexte, nous observons déjà qu'il va y avoir deux courants ou deux points de vue. Si on parle de talent musical, d'aptitude musicale ou d'expertise musicale, il y aura ce courant qui va comprendre la terminologie de l'expertise sous un angle euh, fonctionnaliste, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel qui est déjà à la naissance, et l'autre angle qui consiste à être dans une approche constructiviste et interactionniste où l'expertise serait liée à un programme de formation. On est à nouveau, et comme très souvent, lorsqu'on parle de qualité du sujet, de ce qui est inné et ce qui est acquis. Mais d'où vient la théorie de 10 000 heures d'entraînement? Je ne sais pas si vous avez entendu déjà cette affirmation comme quoi on considère, si je reviens ici à l'image, au schéma d'Andreas Lehmann, que ces niveaux d'expertise professionnelle équivaut, hein, si vous l'avez lu avant, à au moins 10 000 heures d'entraînement qui correspondraient à 10 années de pratique assidue. Alors, lorsqu'on parle de ces trois termes, de l'aptitude musicale, de la capacité musicale ou de l'accomplissement musical, j'ai souhaité partager avec vous la définition que Dave Eason a donnée à la fin des années 70. Il définit une aptitude musicale comme un potentiel qui serait inné. La capacité musicale comme une habilité ou un talent, mais qui peut être souvent un terme confus par rapport au terme précédent. Il le décrit comme un degré particulier de performance à un temps donné, à un moment donné, résultant d'une action qui conjugue les facteurs d'apprentissage, mais à partir d'un environnement et une attitude euh, innée de la personne. Si vous voulez, peut-être, il décrirait l'aptitude musicale comme un concept plus large. Et troisièmement, l'accomplissement musical serait défini comme la totalité de compétences musicales qui sont développées grâce à l'enseignement d'un programme. Ce qui correspond à l'idée de réussite, si vous voulez. Alors, on peut, pour illustrer un peu ces aspects, l'aptitude innée, on la voit avec des personnes comme, bon, je reviens toujours au piano, c'est un défaut de pianiste, mais comme par exemple Martha Argerich, qui était déjà un enfant prodige, comme beaucoup d'autres, mais contrairement à d'autres, elle a pu arriver à un niveau d'accomplissement puisqu'elle a développé une vraie carrière et jusqu'à de nos jours, elle continue à jouer avec un niveau d'excellence absolument inouï. La théorie des 10 000 heures d'entraînement, en fait, vient de Ericsson. Ericsson, qui, à partir de l'année 1994, il a proposé une première étude qui est toujours une référence par rapport aux joueurs d'échecs. Il soutient que l'expertise musicale, comme l'expertise d'un joueur d'échecs, de l'écrivain ou d'un mathématicien, n'est pas principalement l'apanage d'une attitude innée, mais dépend de la pratique délibérée. La pratique délibérée pouvant être décrite comme une activité faite avec effort, motivée
par l'objectif, il faut qu'il y ait le but d'améliorer sa performance. Disons qu'à la différence d'une activité de jeu, la pratique délibérée n'est pas associée à une motivation intrinsèque et à la différence du travail, la pratique délibérée ne conduit pas à une récompense sociale. Ces nuances sont très importantes pour décrire ce terme que vous allez trouver dans beaucoup d'études en performance studies, en musique concrètement, qui partent des travaux d'Erickson et des Charnes, qui ont commencé à travailler au départ avec des joueurs d'échecs, qui permettaient notamment de focaliser avec la manière dont ils procèdent pour arriver à un certain objectif, pour atteindre un certain objectif, avec la capacité de planification, c'est-à-dire ce qui équivaut à une pratique délibérée, et qui va incorporer la notion de motivation et d'amélioration de la performance et pour atteindre vraiment un but. Alors, j'ai mis ici, pour sortir du milieu des échecs, l'image d'un musicien, de Marcus Miller, bassiste, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que ces 10 000 heures d'entraînement pendant environ 10 ans seraient nécessaires pour acquérir le niveau d'un expert, quel que soit le domaine. Alors, les performances experts est avant tout médiatisée par des compétences acquises qui vont se traduire par des adaptations neurophysiologiques. On revient à la neuroplasticité, des compétences perceptivo-motrices particulièrement développées. Il y aura une partie qui va être une prédisposition certainement innée, mais pas uniquement. Et aussi par des hautes performances d'encodage, de représentation mentale et de mémorisation. Quand on parle d'encodage, nous avions vu ce concept la semaine dernière lorsque j'ai abordé la mémoire. C'est-à-dire c'est tout ce qu'on intègre comme information avant de la stocker pour ensuite la restituer. Alors, grâce à ces transformations, l'expert pourra accélérer aussi bien le traitement de l'information que la prise de décision et son action tout court. Ce qui nous amène à dire que plus on accroît la complexité d'une tâche, plus il va y avoir un écart entre les novices et les experts. Plus on va accroître ses compétences dans un domaine de prédilection, plus cet écart va être évident entre les novices et les experts. Mais la pratique délibérée est-elle vraiment le seul facteur qui va conduire à l'expertise musicale? Je pense que vous avez déjà l'intuition que ce n'est pas le seul paramètre. Mais pour voir ensemble un petit peu plus cela, je vais vous partager 2 témoignages qui nous permettent d'intégrer d'autres données. Alors, par contre, je n'ai pas la vidéo sur ma présentation. Est-ce que je suis encore en partage? Ah oui, je pense que oui. Alors, tout va bien. Je vais le mettre comme ça. Hop. Et vous le partager peut-être à partir d'ici.
Je vais l'arrêter là, même si c'est un plaisir de l'écouter. Alors, comme vous pouvez voir, comment je reviens ici? Oui, parfait. Comment vous pouvez voir, bah, il n'y a pas que la justesse, hein, c'est au niveau de l'intention musicale. Voilà, comme quoi il y a peut-être pas uniquement la question des heures d'entraînement. J'aimerais bien partager avec vous un deuxième extrait, si ça marche à partir d'ici. Oui, je pense. Très bien, je vais l'arrêter là. Je vais l'arrêter ici. Alors, des enfants prodiges, d'exemples, il y en a une multitude. Des enfants qui vont arriver à un très haut niveau d'expertise musicale et en seulement quelques années. C'est-à-dire que l'expertise ne peut pas s'expliquer uniquement par les règles habituelles qui sont appliquées au concept d'expertise dans le cadre notamment de la recherche en musicologie systématique. Parce que si on voit le temps euh, d'apprentissage que l'enfant qu'on vient de voir diriger, il avait, ça ne colle pas avec ce qu'on obtiendrait ici comme résultat, qui serait par exemple d'imaginer que pendant 5 ans, euh, un enfant joue 5h30 de musique par jour et tous les jours de l'année. Là, on arrive à ce résultat-là. Et c'est évident que dans le cas assez exceptionnel des personnes qui montrent un talent inné pour la musique, ce n'est pas le critère qui est applicable. Alors, je suis vraiment un peu gênée avec cette... pourquoi je n'arrive pas à fermer ça? Attendez, est-ce que je peux le fermer par là? Non. Décidément. Bon, je vais laisser ça, mais ça m'embête un peu. Euh, cette diapo, pour dire que si on met l'expertise au centre comme objet d'étude maintenant, elle va être reliée à une pluralité de, de,
de pratiques, hein, une pluralité d'activités. Et il y a évidemment l'enseignement en cadre de cours, le travail personnel, évidemment, l'environnement. Et je reviens à ce que je disais au début, on ne peut pas considérer le contexte de l'éducation musicale également, sans tenir compte de l'environnement socio-familial de l'institution, des prédispositions génétiques de l'être, de la capacité de mémorisation procédurale, c'est celle qui touche le geste, mais aussi la motivation, etc. etc. Enfin, il y a toute une série de concepts et de critères qui restent liés et qui vont avoir un impact sur l'expertise. Alors, la pratique délibérée, j'ai encore le temps pour pouvoir vous en parler un peu. Je l'ai décrite tout à l'heure. Je vous en avais montré un exemple la semaine dernière, pardon, lors du cours dernier, lorsque j'avais partagé avec vous une étude faite auprès d'enfants qui associaient des contenus extra-musicaux, notamment une enveloppe narrative dans la construction d'une pièce non tonale. Alors, le concept de pratique délibérée a été beaucoup travaillé par Chaffin et collaborateurs. Il y a plusieurs articles de Roger Chaffin qui sont vraiment très, très intéressants sur la pratique délibérée du musicien dans le contexte de la musique. Dans l'étude qu'il a fait avec une pianiste autour du concerto italien de Bach, je n'ai pas le nom de la pianiste en tête en ce moment précis. C'est pas grave, ça va me revenir. En tout cas, avec ce travail, ils ont essayé d'expliciter les différentes étapes de travail dans l'élaboration d'une interprétation par cœur. Notamment, ils ont identifié une première phase qu'ils appellent d'exploration. Ça correspondrait à la lecture lente d'un texte musical afin d'acquérir déjà une représentation mentale en identifiant les différents éléments, c'est-à-dire au niveau de la structure de la pièce, de la segmentation du discours musical. Et aussi, c'est une étape pour déceler et détecter les premières et principales difficultés techniques que la pièce peut impliquer. Une deuxième étape, qui serait un travail par petites sections, qui équivaut à un travail concentré sur des courts passages qui permettent l'acquisition des gestes moteurs, consolider une gestuelle et qui va offrir la possibilité d'effectuer des choix esthétiques qui s'appuient sur les connaissances précédentes, de l'étape précédente. Ensuite, un travail par grande section ou transition qui impliquerait l'enchaînement en grandes sections et qui va permettre déjà l'automatisation du jeu et une phase plus d'appropriation artistique, si l'on veut, liée à cette étape de consolidation qui va avoir une plus grande acuité au niveau des représentations mentales de la pièce, dans sa globalité, mais aussi dans les différents aspects qui la composent. Jean-Jacques Nattiez, il y a déjà de nombreuses années, avait décrit la représentation mentale de l'œuvre pour un musicien comme une image globale qui est composée d'une image formelle. Il définit comme le langage interne de la musique, c'est-à-dire tout ce qui serait en rapport avec un texte musical, lorsque, évidemment, on restitue un texte, qu'on n'est pas dans un cadre d'improvisation. Alors, cette image formelle qui est tout ce qui est lié à la partition et qui va se référer à la structure de l'œuvre. Et d'un autre côté, l'image artistique que Nattiez définit comme le langage externe de la musique et qui serait
en rapport avec l'individualité du musicien. Ça va se référer au caractère de l'œuvre et aussi au profil cognitif de l'interprète, c'est-à-dire tout ce que l'individualité d'un sujet, d'un artiste va apporter dans cette image globale en termes individuels, sa propre vision de l'œuvre, sa manière de l'approcher, et qui va se fondre avec tous les éléments euh, qu'il définit comme langage interne de la musique, c'est-à-dire de la composition musicale, pour former une représentation mentale globale. Pour citer Chaffin, dans un de ses articles précédents, il dit: l'image artistique devrait se répercuter sur la structure formelle, en fait, les points de repère utilisés par le musicien et dans l'interprétation. Et lorsqu'on parle de points de repère, je voudrais aller un peu plus loin pour vous montrer une étude que j'ai conduite avec des pianistes professionnels à partir de quelques situations types que l'interprète rencontre comme des situations qu'on peut appeler des situations types. Je pense que ce qui est le plus parlant, c'est que vous écoutiez les extraits, des extraits très brefs. Par exemple, celui d'une œuvre polyphonique, en tout cas une écriture en contrepoint, qui va être typique d'une une fugue ou une invention à trois voix. Je pense que l'exemple que j'ai mis, c'est justement une invention à trois voix de Jean-Sébastien Bach. Il ne fallait pas cliquer deux fois. Voilà. Je vais la couper là. Euh, une œuvre lente de Schubert, concrètement, c'était un pari. Hein, on avait décidé d'intégrer comme une pièce lente un des Klavierstücke de Schubert, le deuxième. Pour contraster avec les fonctions cognitives que vous pouvez imaginer qui sont recrutées chez l'interprète avec ces différents exemples que je vous montre, on va écouter une pièce rapide, particulièrement exigeante. Voilà, c'est un extrait d'un prélude de Rachmaninoff. Et seulement en écoutant, on se rend bien compte que là, il y avait une sollicitation particulièrement exigeante sur le plan moteur qu'on avait moins dans la pièce précédente de Schubert. Un dernier exemple avec une pièce de Takemitsu, censée faire appel à des associations extramusicales plus diverses, un recours à l'imaginaire. Euh, pour que je puisse conclure, je souhaite préciser que les quatre pièces que vous venez d'écouter, enfin de ces extraits,
C'est un choix qui ne répond certainement pas à des critères ni musicologiques ni stylistiques. C'est un choix qui a été fait pour trouver des pièces qui pouvaient illustrer certaines situations pianistiques courantes qu'un interprète va trouver. Euh, une pièce particulièrement exigeante pour la gestuelle, comment gérer au niveau analytique une pièce en contrepoint, euh, quelle est la place que l'interprète donne à l'imaginaire pour certaines pièces avec une temporalité différente. Voilà, ce sont les critères cognitifs et certainement pas musicologiques qui ont guidé ces choix. Pour que vous voyez un peu euh, quel était le but dans cette étude d'avoir fait cette préposition aux interprètes, c'était justement dans le cadre de la pratique délibérée dont on vient de parler, quelles seraient les annotations ou les repères que l'interprète va mettre en valeur pour mémoriser la pièce. Voici un graphique qui permet d'illustrer des annotations qui ont été faites selon les 3 pièces que vous venez d'écouter. Pour la pièce de Takemitsu, de Rachmaninoff et de Bach, concrètement, là, je me suis dit que celui-ci, il vous permettait déjà d'illustrer ça, mais il est beaucoup moins détaillé que les autres que j'aurais voulu vous proposer, mais on est un peu à court de temps. L'idée, c'est que dans le registre, on va trouver sur la partition un registre des annotations expressives ou techniques ou qui relèvent du domaine de la structure de la pièce, qui varient en fonction de la pièce. Par exemple, il y a plus d'annotations qui se réfèrent à la structure de la pièce pour l'œuvre de Takemitsu que pour l'œuvre de, je vais choisir par exemple, attendez, là j'ai perdu le fil de Takemitsu. On est ici pour tout ce qui est structure et des annotations qui relèvent de la technique, on serait plutôt, vous voyez, avec des valeurs inférieures, contrairement à ces critères en termes de technique et de structure, on trouve que la pièce de Rachmaninoff, par exemple, il y a plus d'annotations qui relèvent du domaine de la technique que du domaine de l'expression. Ça s'est fait sur un échantillon de 10 pianistes professionnels, c'est-à-dire c'est un petit échantillon qui n'a pas d'ambition statistique, bien évidemment, mais qui permet d'illustrer un peu cette idée de marqueur d'interprétation et de comment ça se présenterait sur le texte. Je l'ai transcrit ici. On ne vous entend plus. Merci. Merci beaucoup. C'était en essayant d'enlever la barre d'en haut que j'ai fermé le micro. Merci beaucoup. Je disais qu'ici, on a l'exemple du début de la toccata en mi mineur de Bach. On voit des annotations d'une des interprètes qui a fait partie de cette étude. Les couleurs, c'est moi qui les ai après transcrites en couleurs pour définir que, par exemple, là, elle met, avant de commencer, sentir le ternaire et le contretemps. Et quand on arrive ici à la fin de l'introduction, je compte. C'est-à-dire ne pas perdre la pulsation interne. Ensuite, elle indique à tempo. Et il y a d'autres indications qui relèveraient plutôt du domaine de la structure quand elle dit faire sonner les entrées, articuler. Ici, je n'ai pas arrivé à enlever le bandeau, mais peu importe, c'est faire ressortir ce premier élément, le si, la, si, fa, du début, cette cellule initiale qui va être un motif qui apparaît tout le temps dans cette toccata, ou après, envers des indications qui relèvent plutôt de l'expression, comme ici, posée. Dans l'exemple suivant, sur la même pièce, une même pièce, notamment c'est un prélude de Debussy, La Puerta del Vino,
les indications pour la même pièce de deux interprètes qui prouvent quand même que le profil cognitif joue un rôle très important. Il y a un des pianistes à noter, sonorité de guitare, arraché, chaleureux pour le thème sensuel ici. Et voici l'exemple d'une autre personne qui a participé à l'étude qui met extraire solo chant, rythme stable, implacable, motif arabo andalou. Vous voyez que les termes utilisés et les éléments comme marqueurs d'interprétation que cette personne souligne par rapport à la précédente euh, ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est forcément lié avec cette individualité artistique que Jean-Jacques Nattiez appelle l'image artistique de la pièce, qui va venir se juxtaposer à l'image du texte musical ou du langage externe de la musique. Et il est déjà 16h32 et je suis vraiment obligée de conclure, peut-être d'une manière un peu abrupte, mais nous avons pu aller assez loin, aussi bien dans les aspects purement liés à la plasticité du cerveau, à l'apprentissage et aussi à l'expertise. Je souligne que cette étude que je viens de vous montrer, elle a été conduite avec des pianistes experts et experts, c'est-à-dire en ayant des années derrière eux, mais des personnes qui conduisent régulièrement une activité concertiste publique. Je vais enlever voilà, le partage d'écran